j'accueille maintenant Chris Van Cost pour Les larmes des géants, publié aux éditions Raveanceau. Bonjour Chris Van Cost. Bonjour à tous et bonjour Christophe. Mais avant de discuter, nous allons écouter un petit morceau de musique. Des falaises d'opale aux collines de Flandre, sous le sable et les monts se terre une légende. Oubliée des mémoires, elle ne survit désormais que dans le cœur d'osier. Voilà, il s'agissait de la bande originale du roman dont nous allons parler maintenant, Les larmes des géants, une bande originale composée par notre invité Chris Van Cost, puisque il compose également en plus de l'écriture. Alors, on vous reçoit donc pour un roman d'aventure, Les larmes des géants, publié aux éditions Raveanceau. Un livre qui emmène le lecteur dans différents endroits de la région. Ça commence à Arras et puis on arrive sur la côte d'Opale. Comment en êtes-vous arrivé à l'écriture? Quel a été le cheminement jusque-là? Alors l'histoire de ce livre, en fait, elle est un peu singulière. Tout d'abord, en fait, je tiens toujours à dire, je ne suis pas moi-même un grand lecteur. Je suis plutôt musicien dans l'âme. Bon, ce n'est pas mon travail. Moi, je travaille dans une institution territoriale, au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Mais j'ai toujours fait beaucoup de musique. Et en fait, j'ai toujours aimé le rapport entre le cinéma et le livre. Et bien souvent dans ma vie, quand j'ai eu envie de lire des livres, c'était plutôt après avoir vu un film. Donc j'ai eu une espèce de déclic après avoir lu le livre de Dan Brown, Da Vinci Code en 2004. En fait, d'abord j'ai vu le film, et le film m'a plu et je me suis dit, bon, je vais essayer de creuser un peu l'histoire, et j'ai lu le livre, et ce livre m'a plu pour ce mélange de mystère, de suspense, d'histoire, d'archéologie et d'aventure. Et ayant moi-même été nourri au film de Spielberg, etc., d'Indiana Jones, je me disais, mais quand même, ce serait génial si on avait une histoire comme ça qui se passait dans le Nord-Pas-de-Calais. Et je pense qu'une telle histoire n'existait pas. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de l'inventer. Et donc quelques idées me sont spontanément venues à l'esprit. Et donc j'ai commencé à écrire une espèce de squelette d'histoire. Ça m'a mis plusieurs années. Et au bout d'un moment, en fait, une histoire a pris corps. Et en parlant autour de moi, les gens me disaient, mais c'est sympa, tu devrais essayer de l'écrire. Et je m'y suis attaché, j'ai essayé de faire l'exercice. Donc après avoir fait un squelette un peu résumé, de développer chaque chapitre. Et en fait, dans ce travail, j'ai mis mes souvenirs d'enfance. Parce que moi, je suis issu du monde de la fête foraine, en fait. Donc j'ai sillonné les villages de Flandre. J'étais dans cet esprit festif avec les cortèges de géants. J'ai joué dans les blocos de la Côte d'Opale. J'ai grandi au pied de Cassel, le mont de Flandre dont on parle dans le livre. Ouais, vous êtes originaire de Saint-Sylvestre. Voilà. Et donc j'ai réussi à insérer mes souvenirs d'enfance et tout mon esprit un peu d'aventure dans ce roman. Voilà, qui a pris forme. Et une fois que le manuscrit a été réalisé, on m'a dit, moi, il faut l'envoyer à un éditeur. Alors un éditeur... moi qui ne connaissais pas vraiment le milieu, j'ai pensé à Raveanceau, parce que je connaissais la collection des polars en or.
Et 3 semaines après, on me rappelait en disant, écoutez, ça nous plaît beaucoup, on le sort pour l'été. Donc voilà, une belle aventure avec un roman qui a été aussi très peu remanié dans son côté correction. Donc moi j'étais très heureux de pouvoir le présenter maintenant aux lecteurs de la région. L'histoire des larmes des géants commence sur la place des héros à Arras. Tout à fait. Une des 2 places principales de la ville. On y célèbre Cristobal Ier. Voilà, un géant. Un géant du XVe siècle qu'on a retrouvé à Barcelone. Tout à fait. La fête bat son plein quand soudain surgit un individu vêtu d'une cape et dissimulé sous une capuche Voilà. qui sème le trouble un peu. Voilà, dans le cortège. Il va s'immiscer dans le cortège et commencer à... En fait, il semble complètement galvanisé par la présence des géants et il se met à parcourir le cortège, à sauter sur les géants, en fait, à mettre une pagaille pas possible, ce qui fait que les porteurs de géants se mettent à sa poursuite. Et tout cela est vu par l'œil d'un petit garçon qui est en fait le fils de l'organisateur de l'événement et qui, avec son appareil photo, suit la poursuite jusqu'à ce que le mystérieux personnage vole une magnifique clé d'or qui se trouve justement au cou du géant espagnol. C'est ça, oui. Donc là, il y a un rassemblement de géants du nord de la France, de Belgique, etc. Alors au même moment, sur la côte d'Opale, sur le cap Griné, la tempête sévit, qui fait s'écrouler un pan de falaise. Voilà, un pan de falaise qui se trouve sur la falaise du Cap Griné, où j'ai implanté de façon fictive une petite chapelle qui n'existe pas dans la réalité, qui s'appelle la chapelle du Sauveteur. J'allais vous le demander si ça existait justement. Voilà, c'est le seul lieu en fait, c'est le seul lieu du livre qui n'existe pas. En fait, il y existe des chapelles sur la côte d'Opale qui sont un peu implantées face à la mer, mais pour le coup, la chapelle du Sauveteur, là, c'est une invention. Donc un pan de falaise s'écroule et fait disparaître avec elle le père Joss, voilà. qui protégeait au mépris du danger, donc cette fameuse chapelle dont on parlait, située près du vide, l'érosion aidant. Voilà. Alors cet effondrement révèle une crypte située sous l'édifice religieux. Voilà. Et l'archéologue Sophie Vandenberg organise alors une conférence de presse pour évoquer le sujet de la crypte. Tout à fait. En fait, dès la matinée, dès la nouvelle, parce que cette érosion, d'ailleurs, ça fait écho à tout ce qui s'est passé sur la côte d'Opale ces dernières années, parce que les phénomènes d'érosion sont de plus en plus importants. Donc, c'était aussi le fait de parler d'un sujet d'actualité et d'écologie. Et donc, dès que cet éboulement a lieu, le matin, effectivement, une conférence de presse est organisée très tôt pour essayer de savoir déjà ce qui est arrivé au père Josse, qui est une figure de la côte d'Opale, quelqu'un qui est très connu. Et aussi, qu'est-ce que c'est que cette mystérieuse crypte qui semble avoir été découverte. Mais on va tout de suite voir que l'archéologue Sophie Vandenberg semble très sensible à ce qui s'est passé. Et surtout, en fait, d'un seul coup, parce qu'on est en train de rechercher si dans cette crypte, il n'y avait pas des objets, des vestiges ou des reliques particulières. Et à un moment donné, un enfant qui jouait dans les vagues avec un centre aéré juste à côté de la conférence de presse va trouver dans l'eau quelque chose. Alors, on a à peine le temps de voir ce que c'est qu'un homme encagoulé également se précipite dessus pour le voler et disparaît entre les rochers. Un homme qui ressemble étrangement à celui qui était hier soir à Arras et qui avait aussi volé un artefact. Donc voilà, à la surprise générale, on disparaît. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Sophie Vandenberg, vous allez nous raconter, il faut nous expliquer. Écoutez, pas de problème, on voit ça dans quelques jours, on fait une conférence de presse à la mairie, tout va bien, vous inquiétez pas. Donc une espèce de mystère est en train de se tramer. Et comme la Voix du Nord se fait l'écho de la découverte, avec une photo un peu floue de cet enfant qui avait récupéré quelque chose dans l'eau, ça va alerter d'autres personnes, notamment en Belgique, qui vont en fait se remettre sur la trace de vestiges disparus et de reliques disparues qu'on cherchait déjà à l'époque dans la région pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, et puis il y a un photographe, là, George Alister, de Grande-Bretagne, qui... Donc lui a tout photographié, en fait, et a pris une photo très nette de ce que le gamin a récupéré dans l'eau. Il va faire connaissance de l'archéologue, et sur ce, ça va être le commencement d'extraordinaires aventures dans toute la région. Tout à fait, une course-poursuite pratiquement à partir de ce moment-là jusqu'à la fin du livre, qui va se terminer à l'épicentre, au sommet le plus haut des Flandres. Ouais, on n'en dira pas plus. Alors c'est un roman d'aventure
Les larmes des géants teintées de fantastique, c'est ainsi que vous le définiriez, ce roman? Oui, tout à fait, parce que même si l'histoire est très contemporaine, se passe dans des lieux existants et finalement pourrait être très plausible, on pourrait très bien trouver au cours d'un éboulement de falaise des vestiges anciens ou une crypte. On va se rendre compte qu'en fait, derrière tout cela se cache une légende sur l'origine même des géants et qui expliquerait peut-être toute cette ferveur qu'ont les gens du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi les gens de Belgique, les gens d'Espagne et les gens d'autres pays dans le monde, Mhm. pour ces êtres fantastiques qui en plus sont présents dans toutes les cultures et dans dans tous les folklores. On parle des ogres, on parle des trolls, Mhm. on parle des géants de la Bible, dans le Testament, des géants des temps anciens, on parle également des géants qui seraient venus des étoiles. Enfin, dans toutes les cultures du monde, on a cette fascination pour l'être géant. Voilà, est-ce que cela n'est pas Mhm. une piste qui pourrait penser qu'une race d'êtres géants aurait pu réellement exister il y a très longtemps? Mhm. Et c'est ce qu'une famille du Nord, en fait, protège, car visiblement dans la région, c'est peut-être ce qui s'est passé. Mhm. Et la fascination de Sophie van den Berg pour les géants, la mythologie, c'est aussi un peu la vôtre. Oui, tout à fait, et je vous cache pas que, en fait, en ayant ces idées pour l'écriture du roman, en fait, on s'intéresse au sujet, on va sur Internet, on fait des recherches, Mhm. et on se rend compte que c'est un sujet qui est extrêmement vivant sur Internet. Les origines de l'humanité, les interprétations des récits bibliques qui disent dans la Genèse, les fils de Dieu sont descendus sur terre, ils étaient les géants qui ont engendré les héros de l'Antiquité. Voilà, enfin, il y a des choses Mhm. qui font finalement réfléchir, qui amusent aussi. Et on se dit pourquoi pas essayer de creuser ces Mhm. histoires. Alors vous trouvez aussi des tas d'images de plus ou moins réelles, de squelettes géants, de crânes géants. Alors tout ça, c'est vrai que Mhm. ça fait penser à Indiana Jones. Alors moi, ça a été pour moi une moisson d'idées extraordinaires pour écrire une Ah. histoire cousue main Ouais, c'est pour agrémenter le très roman. cinématographique, hein, le roman. On a les images tout de suite de... Oui, mais je pense que c'est issu de l'idée même de l'envie de voir une histoire qui finalement est très cinématographique. Et c'est vrai que je suis tellement amoureux des paysages de la région. Moi, je suis originaire des Monts de Flandre. Quand on s'y promène, on a parfois devant les yeux des panoramas d'une grande beauté, y compris sur la côte d'Opale. Quand vous faites la balade du Grinet au Blanc-Nez, vous regardez, vous voyez les côtes anglaises en ligne de mire, vous imaginez des panoramas, des images, et vous Hmm. vous dites, mais oui, mais on n'a rien à envier au film américain. On pourrait faire ici de très belles images et de très belles intrigues. Et alors les géants, ben, on en trouve dans notre région bien sûr, mais aussi en Belgique et même en Catalogne. Et j'ai appris grâce à votre ouvrage. Tout à fait. En fait, euh, la Catalogne est vraiment une terre de géants, notamment la région de Barcelone. On dénombre plusieurs milliers de géants, y compris dans les quartiers. Hein. Nous, en Flandre et dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique, on a plutôt un géant associé à une ville. Hmm. En Espagne, c'est pratiquement dans les quartiers, en fait. Et ils ont des très grandes fêtes de géants. Ils font énormément danser les géants dans des chorégraphies qui sont extrêmement sophistiquées. J'avoue que ne connaissant pas vraiment, connaissant plutôt ce qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais, où on est plutôt dans le défilé, dans le cortège un peu bon enfant, etc., j'ai vraiment été sidéré par la beauté des géants catalans et la précision de leurs évolutions. Parce qu'ils font vraiment des quadrilles, des danses très synchronisées, c'est vraiment très très beau à voir. Et c'est peut-être un petit peu plus poussé que ce qu'on fait nous dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique, au niveau de la qualité chorégraphique Hmm. de ce que font les danseurs et les porteurs de géants. Quelles sont vos manières d'écrire? Est-ce que vous installez des rituels? Est-ce que vous avez des moments pour Des écrire? moments, bah, je suis plutôt un oiseau de nuit en fait, donc c'est souvent le soir. En fait, j'écris. Au départ, il y a eu ce travail un peu de squelette, hein, de faire un squelette de l'histoire globale, avec, disons, un petit paragraphe de deux-trois lignes par chapitre. Et une fois que ça se tient, allez, après on développe. Et là, on développe d'abord, je pense, dans la tête, on imagine, et à un moment donné, on a la vision. Enfin, pour moi, ça se passe comme ça. J'ai la vision.
Et puis plus tôt le soir, je me mets devant mon clavier et puis je commence à taper et ça coule tout seul en fait. Mais il faut que cette vision soit présente et parfois elle vient pas du tout. Et parfois aussi on est complètement bloqué dans l'histoire. Je me souviens qu'il y a 2-3 fois dans le roman, dans l'écriture du roman, où ça marchait plus. Et chose très étrange aussi, parfois même les personnages qui prennent vie dans votre imaginaire au fur et à mesure que vous les écrivez et que vous les inventez, ils vous disent attention, non, 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 ça se passe pas comme ça dans la réalité de l'histoire. Il faut que tu revoies ce que tu es en train de nous faire faire. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça devient presque un travail de recherche. Pour terminer, je vais vous demander est-ce que vous auriez un coup de cœur pour nos auditeurs, un coup de cœur culturel? Un coup de cœur culturel. Alors, ça sera plutôt musical, parce que c'est vrai que moi je fais beaucoup de musique et je continue à écouter le plus de musique possible. J'aime beaucoup le jazz et j'ai découvert en fait l'an dernier une jeune chanteuse franco-américaine de 25 ans qui s'appelle Cécile McLaurin, qui a tout d'une grande, en fait, qui interprète de façon parfaite à la fois les standards anciens, qui a une vraie personnalité et qui va donner un nouveau souffle aux chanteurs de jazz. Donc voilà, écoutez Cécile McLaurin. Et peut-être si je peux faire un double hommage aussi, moi il y a un groupe de musique que j'adorais quand j'étais adolescent, c'est Simple Minds, qui a eu un succès mondial. Et là, Simple Minds vient de sortir un nouvel album, qui honnêtement est peut-être un de leurs meilleurs albums depuis leur création. Ils sont en concert à Gaillan Expo d'ailleurs le mois prochain. Alors si vous avez été fan de Simple Minds, écoutez leur nouvel album Big Music, vous allez être sidérés, puis allez les voir en concert, on va tous se retrouver, tous les anciens, devant notre Jim Kerr favori. Très bien, merci beaucoup Chris Van Cost. Merci à vous, merci aux auditeurs.